On peut peut-être démarrer. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être déjà nombreux et j'imagine que vous le serez plus très bientôt. Vendry Jumeau devait faire cette introduction et cette présentation qui aurait été autrement dynamique, j'imagine. Voilà, mais il est excusé et on m'a proposé de le remplacer. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. Voilà, je suis Colin Monory, membre du Lierre et je suis chargé de projet budget vert à la région Île-de-France. Voilà, on mentionnera rapidement ce sujet-là, même si je sais que nos amis d'ICATCE ont plus trop envie d'en entendre parler. En tout cas, on tournait la page un petit peu. Euh, voilà, mais c'est vrai que le lancement là, la présentation de ce projet, de ce nouveau projet est importante et puis s'aligne avec pas mal d'actualités du Lierre. Voilà. Peut-être une précision si Adam ou Lucie, j'ai cru voir aussi quand même que l'événement était ouvert un peu au-delà du Lierre, donc je ne sais pas si ça vous semble pertinent de présenter un peu l'association. Voilà, c'est une association le terme consacré, je crois, est professionnel de la fonction publique, puisqu'effectivement, c'est pas forcément que des fonctionnaires ou des contractuels de la fonction publique, mais peut-être aussi des gens qui travaillent avec voilà, autour de l'action publique et avec l'action publique, visant à favoriser les transitions écologiques et sociales, évidemment main dans la main, à débattre, à partager des bonnes pratiques, à susciter des réflexions. Voilà, il y a pas mal d'éléments publiés sur le site, des notes notamment, à équiper, on va dire, un peu aussi bien intellectuellement les agents qu'au niveau très opérationnel pour favoriser ces transitions dans un temps qui, on le voit bien, en a bien besoin. Et il y a pas mal d'actualités, notamment voilà, la publication toute récente du livre Décider et agir, édité par Le Lierre. Et, euh, voilà, ça c'est la première actualité. Et puis un projet qui démarre dans la perspective des municipales, Solutions Transition, qui va vraiment avoir pour but d'outiller de manière très très concrète et opérationnelle les agents, l'action publique en vue des municipales. D'ailleurs, je crois qu'il y a un projet, enfin une de ces fiches, Marion Loralou en parlant peut-être, qui vise justement à aborder cette question des investissements alignés climat. Et voilà, et justement, on parle un peu de ce sujet dans un des temps voilà, où on voit que les investissements liés au climat et à l'environnement sont un petit peu remis en question. Pourtant, on les connaît. On connaît ces besoins d'investissement. Il y a des travaux assez amples, assez précis. On pense il y a 2 ans maintenant. Hein, en préparant, je me suis rendu compte que c'était déjà il y a 2 ans, mais le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui avait largement disons, établi les besoins d'investissement. Il y a le rapport que ICATCE fait avec la Banque Postale dont vous parlerez, je crois, en tout cas qui est lié à votre projet. D'ailleurs, Selma Mahfouz était venue nous présenter au Lierre il y a 2 ans, donc après la publication du rapport, et puis c'est elle qui a rédigé le premier chapitre du livre Décider et agir pour aborder ces questions-là. Donc on les connaît, les besoins, pour être alignés à des accords qu'on s'est fixés, à des objectifs qu'on s'est fixés, l'accord de Paris, la neutralité carbone à l'horizon 2050, au niveau européen, le Fit for 55 qui on l'a vu, est aussi remis en question. Euh, mais quand on passe un peu au concret, ça devient plus compliqué. Voilà, il y a les questions de répartition de cet effort entre l'État et les collectivités. On sait que c'est un sujet un peu tendu en ce moment. Voilà, donc le budget vert, ou en tout cas sur le climat purement, l'évaluation climat des budgets des collectivités qu'avait initié l'ICATCE était une première étape, on va dire, qui permettait quand même de voir où on en était, de mêler aussi une des premières démarches qui mêlait quand même l'impact physique à l'impact financier, l'impact voilà, concret au niveau climat, même si c'est bien un document budgétaire. L'idée est quand même d'évaluer si les dépenses qu'on réalise sont favorables ou défavorables à ces objectifs, soit sur l'exécution, soit sur des prévisions, idéalement les deux, qu'on puisse même les comparer. Et puis, c'est un instrument qui est un petit peu passé, on va dire, au domaine public, puisque l'État, le législateur, dans sa grande sagesse, a instauré une obligation d'ajouter une annexe réglementaire à la publication de l'exécution des collectivités qui commence cette année, qui nous réunit fréquemment et avec grand plaisir
pour avancer là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même des travaux des 4 CE sur ce sujet-là qui ont été utilisés comme méthode de référence sur au moins l'atténuation du changement climatique. Euh, et donc, on va dire que c'est un peu une première étape qui a suscité quelques frictions, mais quand même une avancée. Et donc, dans la continuité, je vais même dire que c'est peut-être vous partagerez cet avis, peut-être pas, mais on remonte presque un peu plus à la source de cette question-là, avec le sujet de l'alignement des objectifs climat, enfin des investissements aux objectifs climat. Vous avez initié ces travaux. Et il s'agit de chiffrer en fait des objectifs stratégiques pluriannuels qu'on aurait. Par exemple des PPI, des schémas directeurs, etc. C'est un travail qui a été initié à l'échelle communale, intercommunale, euh, on vous en reparlerez, mais effectivement, on aura un témoignage de Mathieu Garlin pour Bordeaux Métropole, qui était pilote de la co-construction avec I4CE, euh, et qui a fait l'objet d'une publication récente, fin mai, le 26 mai, je crois. Donc les documents, les éléments sont publics, vous en reparlerez, j'en suis sûr. Disons que la déclinaison à l'échelle des autres échelons de collectivité, régionales, départementales, démarre. Voilà, j'ai la chance de participer à ces échanges avec peut-être quelques autres collègues qui sont présents, j'ai pas vu. Voilà, donc c'est l'idée vraiment j'avais quelques points, mais qui seront peut-être plutôt pertinents en réaction à la présentation, avant vos questions et vos réponses. C'est cet outil-là, en fait, qui va permettre d'aligner les investissements, comme dit le titre, avec les objectifs climat. Pardon, je crois je ne sais pas si c'est une réaction ou un micro qui est ouvert involontairement. Euh, voilà, qui va vous être présenté maintenant par Marion et Laura Lou. Si vous voulez prendre la Merci main, beaucoup, n'hésitez Colin. pas. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter cette méthode qu'on a appelée par son petit nom PPI aligné climat et qui permet en fait de questionner la trajectoire des investissements locaux et de voir comment l'aligner avec les objectifs climat qu'a pu se fixer une collectivité. Donc, peut-être pour commencer, vous présenter l'Institut de l'économie pour le climat ou I4C. Donc à I4C, on est une association experte, on est 40 chercheurs et notre mission, c'est de réaliser des études qui vont pouvoir intégrer le débat public et notamment pour ce qui concerne le programme Territoire I4C, le débat sur les finances publiques locales. Pour faire ça, on a 2 types d'études. On a des études sur l'ensemble des collectivités ou macro, qu'on va vous présenter très rapidement là, mais qui permettent de faire l'état des lieux sur quels sont les investissements climat réalisés par les collectivités aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? Quels seraient les besoins? Comme tu l'as rappelé en introduction, Colin, on connaît déjà une partie de ces besoins d'investissement climat. Et puis, la troisième question, qui n'est pas des moindres, mais c'est comment financer ces investissements climat-là? Et puis, on réalise aussi ce qu'on appelle de l'outillage. Donc, c'est ce qu'on a pu faire avec le budget vert en proposant une méthodologie pour réaliser un budget vert pour les collectivités. Aujourd'hui, avec cet outillage que sont le PPI aligné climat, pour pouvoir permettre d'élaborer une trajectoire d'investissement qui serait compatible avec les objectifs climat locaux et avec la soutenabilité financière de la collectivité. Donc, peut-être l'agenda d'aujourd'hui. Déjà, vous représenter un petit peu le contexte général et ce pourquoi, en fait, on s'est aussi lancé sur cet outillage méthode PPI aligné climat. Le témoignage de Bordeaux Métropole avec Mathieu Guerlin, directeur des finances, qui pourra nous présenter un petit peu comment la métropole entreprend et se saisit de cette méthode. Et puis, rentrer un petit peu plus dans le cœur de réacteur de la méthode avec ce qu'on a appelé le cahier atténuation. Donc, on vous décrira un peu plus ce que c'est. Et avec notamment l'exemple d'une fiche technique sur comment chiffrer les besoins pour la rénovation énergétique. Et là également, le témoignage de Bordeaux Métropole. Et puis, un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si je rentre un peu plus dans le contexte, donc on a réalisé une étude, comme le disait Colin en introduction, panorama des financements climat des collectivités avec la Banque postale et qui nous permet tout d'abord de dresser l'investissement climat local des collectivités
Et donc de voir qu'en fait, depuis 2017, les investissements climat locaux ont augmenté. Donc ça, c'est le premier, la slide suivante. Donc on voit qu'en 2017, on était, les collectivités, donc toutes strates de collectivités, donc c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, les départements et les régions, on était aux alentours de 6 milliards d'euros en 2017 et on voit qu'en 2023-2022, on voit qu'il y a eu une augmentation de ces investissements climat-là. Notamment, les investissements climat ont, augmenté, dans la rénovation énergétique, des bâtiments, du fait aussi du décret tertiaire, dans les mobilités douces, et décarbonées, donc tout ce qui peut être dans le transport, en commun ou, dans les aménagements cyclables et également, ce sont les petits, cubes en verre, tout ce qui va concerner l'énergie, donc c'est-à-dire les réseaux de chaleur urbains ou l'éclairage public. Donc on voit qu'il y a une réelle dynamique et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et on explique cette dynamique par 2 facteurs principaux. Le principal facteur, c'est que, de manière globale, on a eu un investissement local dynamique ces dernières années. C'est lié aussi au fait du cycle électoral. On arrive en fin de cycle, donc il y a un investissement local, dynamique, et donc qui permet de tirer ces investissements climat, locaux-là. Heu on voit aussi que, le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu une priorité qui a été donnée aux investissements climat locaux, aux investissements climat locaux, oui, c'est ça, dans les investissements, locaux totaux, puisque quand on regarde la part des investissements climat dans les investissements locaux totaux, on est passé de 9 à 2017 à 13 en 2022. Donc on voit qu'il y a eu vraiment un shift qui s'est produit, une priorité qui a été donnée. Et ça, c'est, dû au fait, qu'il y a eu une demande citoyenne, hein. On l'a vu, lors des élections 2020, avec, plusieurs villes qui ont, où les écologistes ont gagné, par exemple. Heu, c'est dû aussi, au fait que l'État a permis de favoriser, cette réorientation en envoyant des signaux favorables, par exemple la création du fonds vert et donc ce qui a permis de dynamiser aussi, ces investissements-là. Hem, la moins bonne nouvelle, c'est qu'on se pose des questions sur comment, vont évoluer ces investissements climat-là. Est-ce que cette dynamique va pouvoir continuer? Il y a plusieurs signaux, qui ne sont pas forcément ouverts. Donc par exemple, voilà, les baisses du soutien de l'État, sur le fonds vert, sur, MaPrimeRénov'. On est dans un contexte budgétaire contraint, donc ce qui fait que l'investissement local pourrait diminuer et de fait, l'investissement climat local également. Potentiellement, des recettes au niveau local qui pourraient diminuer du fait d'un moindre soutien de l'État. Et puis globalement, on voit qu'il y a une dynamique, autour des investissements climat, au niveau de tout acteur confondu, donc que ce soit entreprise, ménage ou secteur public, qui n'est pas, favorable. Donc là, c'est un petit teasing, pour notre étude, Panorama, des financements climat, qui va sortir, prochainement et donc qui va permettre aussi de voir, quelle est la dynamique au niveau France. Et puis surtout, ces investissements climat-là qui ont été réalisés, ils ne sont pas, au niveau des besoins. Donc quand on regarde, les besoins d'investissement, climat, au niveau de l'ensemble des collectivités, on voit qu'il faudrait plutôt 19 milliards d'euros chaque année jusqu'en 2030 en moyenne. Et notamment l'effort doit être, beaucoup plus important, dans la rénovation énergétique puisqu'on doit faire plus 3,2 milliards. Et aussi au niveau des mobilités puisque si on somme toutes les briques rouges, on est plutôt autour de plus 4 milliards qu'il faudrait réaliser. Donc on voit qu'on a des objectifs, ça c'est vraiment uniquement en plus sur la décarbonation, donc c'est lié à la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est en ne prenant pas en compte, l'adaptation au changement climatique qui pourrait, soulever, des questions budgétaires. Et puis là, on a vraiment un focus uniquement bâtiment, transport, énergie et donc on ne prend pas en compte, par exemple, tout ce qui pourrait concerner, l'agriculture, par exemple, voilà, d'autres investissements qui sont aussi conséquents. Et puis nous, on a un focus que atténuation et donc pas on prend pas non plus, en compte, les investissements pour, d'autres axes environnementaux comme les déchets, voilà, et cetera, et cetera.
Donc la question de la gouvernance, interne, dans les collectivités qui va permettre aussi, ce changement est d'autant plus importante. Et nous, on porte vraiment le sujet que, l'action climat doit être, intégrée comme un sujet financier. Et donc c'est pour ça qu'on avait travaillé sur le budget vert, en essayant de poser la question de, quelles sont les dépenses réalisées aujourd'hui qui sont favorables au climat et quelles sont les dépenses défavorables au climat, de pouvoir avoir cette image, en fait, à l'instant T du budget d'une collectivité. C'est pour ça qu'on là, dans la slide, vous voyez que le budget vert est défini comme un état des lieux, qui nous donne, quelles sont la part des dépenses favorables et quelle est la part des dépenses défavorables dans un budget d'une collectivité. Et là, avec le PPI aligné climat, donc PPI pour plan pluriannuel d'investissement, on essaye de proposer de la méthode pour qu'une collectivité puisse établir sa trajectoire d'investissement. Donc, en fait, c'est faire le même graphique que celui que je vous ai présenté précédemment. Donc, de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec le budget vert et puis de pouvoir voir en fait, la cible d'investissement à atteindre, où est-ce que je dois être en tant que collectivité demain, si je veux être sérieuse par rapport à mes objectifs climat, à ce que je me suis fixé. Et donc ça, c'est la barre de droite que vous voyez. Et donc, ces investissements climat-là sont à intégrer au PPI, donc au plan pluriannuel d'investissement. On va revenir un peu plus en détail avec la méthode juste là. Heu, pour pouvoir, et donc ça, c'est aussi un point important et à dire dès l'introduction qu'on ne parle pas d'un PPI différent de celui qui peut exister dans vos collectivités. On parle bien de vos outils existants, donc que ce soit le budget pour le budget vert ou le plan d'investissement existant pour le PPI aligné climat. Et donc, si on rentre un peu plus en détail dans la méthode, qu'est-ce que ça veut dire, faire un PPI aligné climat? Comment construire un plan d'investissement qui soit aligné avec les objectifs climat locaux de la collectivité? Pour ce faire, on a travaillé avec, une dizaine de collectivités qui s'affichent à l'écran et notamment avec, Bordeaux Métropole qui était, copilote, de cette étude-là. Et donc, on a permis, en discutant avec ces collectivités, de, tirer des bonnes pratiques et puis, d'établir une méthode qui pourrait être, réalisée pour, intégrer les besoins climat dans sa trajectoire d'investissement. Cette méthode-là, elle a été soutenue aussi par les 3 associations d'élus au niveau local, communal, Intercommunalité de France, France urbaine et l'Association des maires de France. Et puis elle a été financée, en grande partie par l'Union européenne et également par l'ADEME, la Fondation européenne pour le climat et la Fondation de France, pour mener à bien cette étude. Alors pourquoi on a réalisé cette étude-là? C'est parti déjà d'un constat qui a été, dressé par l'ensemble des collectivités, partenaires avec qui on a travaillé, qui était que d'un côté, on avait la stratégie climat avec, des pans qui étaient parfois, budgétés, parfois non. Donc c'est pour ça que vous voyez des points d'interrogation, dans la partie gauche, de la stratégie climat. Parfois on avait voilà, on a des euros, on sait à peu près combien ça va coûter et parfois pas du tout. Donc en fait, il y avait un manque sur, quel était la le volet, financier de la stratégie climat et puis surtout aussi cette, stratégie climat, elle prend pas forcément en compte, les capacités financières de la collectivité. Donc c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs sans savoir si, on a les moyens financiers, pour ce faire. Et puis d'un autre côté, donc en rouge, on a la stratégie financière, qui, intègre pour partie, les chiffrages climat quand ils existent et puis, pour partie, en fait, qui est complètement aveugle sur, quels seraient les besoins, climat à intégrer. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en fait, on a un volume d'investissement dans le PPI qui est incohérent avec, les objectifs climat fixés par la collectivité. Donc c'est pour répondre à cette incohérence entre stratégie climat et stratégie financière qu'on a, lancé ces travaux-là, sur le PPI, aligné climat. Et donc, c'est pour ça que dans les premiers bénéfices et dans les premières raisons de pourquoi réaliser un PPI climat, le premier, c'est tout simplement d'améliorer son pilotage financier en s'assurant, pardon, de la cohérence entre les stratégies climat et financières
Donc, de pouvoir avoir, une stratégie financière qui intègre les besoins d'investissement climat qui sont eux-mêmes cohérents avec les capacités financières de la collectivité. Deuxième objectif, atteindre ses objectifs climat en alignant ses investissements locaux avec sa stratégie climat. Donc c'est-à-dire de fixer des objectifs climat heu, qui vont pouvoir, être atteints en réalisant les investissements locaux nécessaires. Donc en réalisant des investissements dans la rénovation énergétique de ces bâtiments, dans les transports, dans l'éclairage public et cetera, par rapport aux objectifs que s'est fixé la collectivité. 3e, objectif, c'est de pouvoir engager un dialogue objectif avec ses financeurs sur les besoins d'investissement climat. Donc c'est-à-dire qu'avec, en réalisant cette trajectoire d'investissement, la collectivité peut ensuite voir et donner à voir, quels seraient ses besoins pour atteindre, ces objectifs-là et si elle y arrive ou pas à les financer et comment est-ce qu'elle peut mobiliser tel ou tel levier pour pouvoir, financer ces besoins d'investissement climat-là. Et donc, on voit aussi cette méthode comme un moyen pour aller dialoguer avec les financeurs privés, avec les financeurs institutionnels, États, agences, ou autres collectivités, pour pouvoir aussi, donner à voir, voilà, moi, mes besoins d'investissement climat en tant que collectivité, ils sont à cette hauteur-là. Si je veux réaliser ces objectifs climat-là, donc, je discutons de si, on peut pouvoir un peu les financer, ensemble. Et 4e, bénéfice, c'est de pouvoir aussi, transversaliser les objectifs climat avec, cet outil qui est le PPI, donc le plan pluriannuel d'investissement qui va concerner l'ensemble des directions d'une collectivité, et l'ensemble des élus et donc de pouvoir engager agents, élus et partenaires dans la réalisation des objectifs climat. Donc je vais pas m'étendre plus que ça sur ce graphique-là, et on va rentrer, tout de suite un peu plus dans le dur de la méthode, avec Laura Lou qui va nous présenter les étapes, de la méthode. Mais juste pour dire que, globalement, on part de l'actuel et des investissements climat, qui sont, actuellement réalisés et puis on va chiffrer bloc par bloc, secteur par secteur, quels seraient les besoins, d'investissement climat et donc pour faire ça ces chiffrages-là, on donne de la méthode, notamment dans le cahier atténuation et ce qui permet d'aboutir à cette cible d'investissement, et qui serait du coup intégrée dans le plan pluriannuel d'investissement. Je prends le relais donc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour, rentrer en détail un petit peu plus, sur, la méthode qu'on propose donc pour construire son PPI aligné climat. Donc on propose un processus en 3 étapes. La première étape, c'est celle, du cadrage. Côté, enfin, à gauche, plutôt en vert, là, vous voyez donc, déterminer, ses objectifs et ses actions climat, c'est-à-dire vraiment, ce qu'il va falloir réaliser pour réaliser la stratégie climat et dans le même temps, il s'agit de cadrer la stratégie financière du PPI, c'est-à-dire, cadrer le volume du PPI qui va permettre d'intégrer, enfin, ce qu'il va falloir réaliser pour atteindre les objectifs, et les actions climat. La deuxième étape du processus, heu elle vise à déterminer les besoins d'investissement climat, donc à partir des objectifs et des actions climat qui ont été déterminés précédemment. Et donc, Marion vous en parlait, ça, on peut le faire à partir, du cahier atténuation qu'on propose. Et donc, une fois qu'on a déterminé ces besoins d'investissement climat, c'est-à-dire, vraiment les besoins, d'investissement, qu'il faut que je finance pour réaliser ma stratégie climat, on les intègre tout de suite à la stratégie financière de notre PPI pour être sûr qu'elle soit correctement crantée, et correctement dimensionnée. J'en parlais, donc ces besoins d'investissement climat, ils peuvent être déterminés via le cahier atténuation. En fait, ce qu'on propose dans le cahier atténuation, et vous allez en avoir un exemple un peu plus, précis juste après, c'est que pour, chaque, action climat, on propose donc, à la collectivité de déterminer donc enfin d'identifier quel est son objectif climat sectoriel. Par exemple sur le bâtiment, c'est, la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, qu'elle veut atteindre.
Ces objectifs climat ensuite se déclinent en trajectoire physique. Sur le bâtiment, c'est le nombre de mètres carrés à rénover à un certain niveau. Et on multiplie donc cette trajectoire physique par un coût unitaire, ici en euros du mètre carré. Donc c'est un premier chiffrage théorique avant de passer aux opérations pour pouvoir tout de suite bien dimensionner la stratégie financière et identifier si ça passe tout simplement et si voilà, même les actions climat sont bien calibrées. Ensuite, la troisième étape, c'est, justement de passer, de ce besoin théorique au réel, en fait. Donc, c'est déterminer les opérations qui doivent participer aux actions climat. Ça ne veut pas dire que ces opérations, contrairement aux actions climat, ces opérations, elles ne sont pas nécessairement, uniquement climat. Par exemple, la rénovation d'une école, elle va répondre à des enjeux de fonctionnalité, d'accessibilité, mais elle doit aussi embarquer, la rénovation pour répondre aux objectifs, climat que s'est fixé la collectivité. Souvent, en tout cas, enfin, il arrive que, il y a un décalage entre les besoins d'investissement qui avaient été théoriquement prévus et puis, eh ben, lors du passage en opération, la liste des opérations et leur montant. Et donc, dans ce cas-là, des arbitrages sont nécessaires. Alors, il y a deux possibilités. Il y a celle de questionner le cadre financier et les marges de manœuvre financières. Peut-être qu'en fait, la PPI telle qu'on l'avait dimensionnée, peut-être on peut revoir ce dimensionnement et l'augmenter. Il y a aussi les dépenses qu'on prévoit de faire. Dans la méthode, on donne des éléments pour questionner la dépense publique locale et voir si elle peut être remplacée par d'autres leviers de financement. Se dire que peut-être il n'y a pas que de la dépense budgétaire à avoir pour un même objectif. Il y a peut-être d'autres moyens d'atteindre ces objectifs. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur la stratégie climat, en l'occurrence. Bon, même si évidemment, nous, on prône des stratégies climat ambitieuses, néanmoins, ça peut être intéressant de se questionner sur la manière d'atteindre les objectifs et est-ce que c'est toujours la dépense budgétaire la bonne solution? Sachant que nous, ce qu'on se dit, c'est que, bien sûr, il faut des plans climat ambitieux, mais il faut surtout des plans climat qui soient financés et pas totalement, irréalisables. Pour donc réussir ce processus en 3 étapes, en tout cas pour le faciliter, on propose 8 facteurs de réussite, qu'on a identifiés et que je vous présente à l'écran. Et donc je vais les détailler, assez rapidement, mais le premier donc, c'est déjà, pour commencer donc d'engager la collectivité dans l'élaboration d'un PPI comme outil de pilotage stratégique. On donne dans la méthode, donc dans le guide, méthodologique, un exemple de ce qu'est un tableau de suivi de PPI. On donne aussi un exemple d'élaboration, de PPI, donc, celui de l'Eurométropole de Strasbourg. Le deuxième point, donc une fois qu'on se lance dans un PPI, c'est d'avoir une stratégie climat traduite en besoin d'investissement climat pour la collectivité. Ça veut dire que la stratégie, elle est bien composée donc d'objectifs déclinés en actions climat, mais il faut intégrer aussi le volet financier, en fait, savoir combien coûterait cette stratégie et pour tout de suite si ce n'est sanctuariser, en tout cas, bien les prendre en compte les besoins d'investissement liés à la stratégie climat. Et je ne m'étends pas plus là-dessus puisque ça fera comme l'objet de la présentation avec Bordeaux Métropole. Sur le troisième point, donc c'est faire de la stratégie climat un élément de cadrage du PPI. Se dire que, il y a besoin en fait de placer la réalisation de la stratégie climat comme un impératif dans le cadrage du PPI. Et en fait, le PPI va aussi pouvoir décliner ça et prendre ça en compte. Et donc, à ce sujet-là, on présente le projet de territoire de Grand-Bourg Agglomération qui a fait de son PCAET un axe fort voilà, du projet de territoire et sur lequel après va être basé le PPI, puisque le PPI vise à réaliser la stratégie politique et puis la stratégie de politique publique générale de la collectivité.
Ensuite, assurer et transversaliser la prise en compte du climat par une gouvernance associée au PPI aligné climat. Là, ce qu'on dit, c'est que effectivement, il faut prendre en compte cet aspect-là dans l'élaboration du PPI et potentiellement penser la gouvernance qui est en place pour élaborer ce PPI. On donne comme repère l'organisation qui a été faite par la ville de Paris pour mettre en place son budget vert. On se dit que ça peut être une source d'inspiration. Voilà comment elle compose, elle associe direction des finances, direction transition écologique et puis les directions opérationnelles, bien sûr, qui sont celles qui font ils font les opérations in fine. Ensuite, construire les opérations composant le PPI en cohérence avec la stratégie climat. Là, effectivement, je parlais juste avant des directions opérationnelles, c'est de se dire que, il faut bien prendre en compte, les trajectoires, physiques et les objectifs climat, donc on va prévoir notre stratégie climat, il faut bien les prendre en compte au moment d'élaborer les opérations. Et pour ça, on donne pour exemple les contrats d'objectifs que met en place la ville de Suresnes pour que les directions opérationnelles elles puissent voir concrètement, enfin en tout cas s'appuyer sur les objectifs de la stratégie climat et les garder en tête. Ensuite, mettre en adéquation les capacités financières avec les besoins de financement du PPI aligné climat. Globalement, ce qu'on dit ici, c'est que potentiellement, le cadrage financier du PPI, va être interrogé au fur et à mesure des étapes que je décrivais tout à l'heure et donc le but, c'est de dire que, l'enjeu, c'est de pas avoir de tabou sur, les marges de manœuvre financières qu'on pourrait essayer de trouver pour financer la stratégie, climat. Ensuite, le 7, donc prendre en compte les conséquences des arbitrages sur les stratégies climat et financières. Là, c'est de se dire qu'au moment, des arbitrages, il faut pouvoir donner à voir, quel est, l'intérêt des opérations qui sont proposées, quelle est leur participation, leur contribution au PPI aligné climat, enfin à l'alignement climat du PPI, pour pouvoir, éclairer au mieux, les décisions, et voir si, justement on a réussi à maintenir, les ambitions de la stratégie climat, à ce moment-là. Et ensuite, une fois donc que le PPI est adopté, le PPI aligné climat est adopté, c'est veiller à la bonne réalisation des investissements, climat, prévus, voilà avec, un système, à identifier par la collectivité, mais pour, justement pouvoir, monitorer et suivre, la réalisation, de ces actions climat et de sa stratégie. Voilà pour ce qui est, du processus et des facteurs de réussite. Peut-être donc je vais passer la parole à Mathieu Guerlin, pour qu'il nous explique un petit peu, voilà, pourquoi, Bordeaux Métropole s'est, engagé dans dans la réalisation de cette méthodologie avec nous et puis, voilà. Je te laisse la parole, Mathieu. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Ce qui a été bien présenté, hein, c'est que une des forces d'avoir travaillé avec I4CE, ça a été le fait de pouvoir se confronter avec beaucoup d'autres collectivités, de croiser les regards et les défis de nombreuses collectivités françaises. Comment on y est arrivé côté Bordeaux Métropole? Alors peut-être vous dire un mot. Moi, je suis le DG Finance pour la métropole, c'est-à-dire 28 communes, 843 000 habitants, 2 milliards d'euros de budget en budget prévisionnel, donc 800 en investissement. Ça, c'est ce qu'on vote en début d'année. Entre 650 et 700, c'est ce qu'on réalise tous les ans. Donc, pour faire un PPI climat, c'est quand même a priori une structure qui a beaucoup de moyens. Je m'occupe aussi de la ville de Bordeaux, qui est une ville également qui a un certain nombre de moyens au centre de cette métropole, 630 millions d'euros de budget et 190 millions d'investissement. Je redonnerai ensuite quelques ordres de grandeur parce que ce qui a été présenté et ce qui a beaucoup alimenté nos réflexions, c'est comment on articule des préoccupations climat et des préoccupations finances. Sachant qu'il faut du coup une méthode pour pouvoir partager en fait les enjeux sans aller au blocage d'un côté ou de l'autre, sans tomber dans le caricatural. Je crois qu'il y a un grand nombre de collectivités maintenant qui sont familières avec la méthodologie I4CE.
Celles qui ne l'étaient pas encore suivent des cours de rattrapage accéléré pour pouvoir remplir leur annexe verte obligatoire depuis cette année avec leur compte administratif, c'est-à-dire les résultats à voter avant le 30 juin, même si c'est pas exactement la même méthode, la méthode obligatoire imposée par l'État est un petit peu plus resserrée sur l'investissement. Mais comme l'a rappelé Laura Lou, cet exercice déjà de budget vert, c'est une occasion de mobiliser l'ensemble des services et de faire se parler des métiers qui ne se parlent pas forcément spontanément ensemble. Donc là, vous avez l'évolution des colorations des comptes administratifs de Bordeaux Métropole depuis 2021, où on peut voir trois choses, on va dire. D'abord, sur les montants en jaune, vous voyez que la part qui est évaluée en nombre de millions d'euros, ça grossit énormément. Alors, il y a un petit peu parce que les budgets grossissent chaque année. Il y a aussi, ça, c'est vraiment l'effet de la mobilisation en transversalité des services. C'est que grâce à cet outil, on a beaucoup travaillé autour de comment on réduisait la part d'indéterminés ou de classer en neutre de manière un peu trop rapide. Et je pense notamment aux discussions qu'on a eues avec les collègues en charge des projets informatiques, notamment parce qu'il y avait déjà un cahier de méthode de F4C qui est sorti, qui a permis de mieux cataloguer les différents types d'opérations, dans quel cas on utilise du matériel réemployé, dans quel cas on prolonge les durées de vie des matériels, etc. Et le fait d'avoir une méthode un peu standardisée a aidé les collègues de l'informatique à mettre en avant et à mettre en musique une volonté qu'ils avaient de verdir leur action. Ou en tout cas déjà de rendre compte de tout ce qu'ils essayaient, ce qu'ils mettaient en place pour atténuer l'impact de leur activité. Ça a été un peu le cas aussi sur les opérations d'aménagement, puisque si on le prend au global, parfois des aménagements urbains, c'est artificialisant et ça peut être très négatif, donc, en rouge ou en brun, suivant comment on veut qualifier les choses. Parfois, en fait, dans les aménagements, en fait, on adapte la ville pour, pour qu'elle permette d'atténuer ses émissions. Je pense notamment, voilà, installer des pistes cyclables, faciliter les modes doux et finalement enlever un peu diminuer la part de la voiture. On peut, à travers l'aménagement, avoir un impact positif. Donc cet outil budget vert, il existait pour créer de la transversalité. Laura Lou évoquait l'exemple, je pense, de la ville de Paris qui a vraiment poussé ça très loin sur la transversalité entre ses équipes, mais c'était le premier sujet. Et donc, ça permet de colorer d'année en année une plus grande part du budget. C'est pour ça que vous voyez en jaune qu'il y a le montant, donc pas la partie du rond qui est en jaune, mais le chiffre dans le carré au-dessus qui progresse, c'est-à-dire qu'on a avancé sur la connaissance de notre budget. Ça a avancé, mais on ne couvre pas tout. Et on ne couvrira pas tout avec cette méthode. Et donc, c'est pour ça que j'accélère qu'en fait, on s'est dit il faut qu'on aille un peu plus loin. Et ce qui nous semblait le plus urgent, c'est ce qui a débouché ensuite sur le PPI aligné climat. Un autre élément quand même de cette démarche de budget vert, mais qui permet de structurer l'organisation dans son ensemble, c'est la démarche de rendre compte aux élus, au public au sens large. Un exemple qui n'est pas si anecdotique, mais si vous regardez avec une loupe, vous verrez qu'en 2024, la part de dépenses rouges est plus forte qu'en 2023. Ça a fait réagir nos élus en débat de conseil au moment de l'adoption en disant bah mince, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on part en arrière, etc. Et finalement, le facteur qui était le retard pris dans le plan de verdissement de la flotte des bennes à ordures, qui est un sujet important, mais qui n'est pas un sujet forcément central à l'échelle des 2 milliards de budget de la métropole, il est quand même ressorti à ce niveau-là. Et en fait, c'est utile dans le sens où ça vous crée ce système de budget vert crée un cliquet, une opportunité de mettre en lumière une difficulté opérationnelle ou un souhait d'aller plus loin et de pouvoir aller se dire il faut qu'on réenclenche ce projet de verdissement. Ça peut servir effectivement au public plus large. C'est compliqué de tomber dans la comparaison d'une collectivité à l'autre, voilà. Mais d'une année à l'autre, ça peut rendre compte sur des avancées de votre plan de transition écologique. Et je crois que Laura Lou l'a évoqué rapidement, on est également dans des discussions avec des prêteurs, que ce soit des banques
et ou pour notre cas aussi directement auprès des marchés financiers, où on émet des obligations standards et également des obligations vertes. Donc il y a toute une série d'obligations réglementaires, d'évaluation par des tiers indépendants pour pouvoir émettre des obligations vertes. Mais le fait d'avoir cette démarche déjà en place, ça nous a beaucoup aidé, d'une part pour crédibiliser la démarche et d'autre part pour avoir, pareil, dans toutes les directions, des interlocuteurs déjà au fait de quelles sont les dépenses qui ont à voir avec la transition. Et donc peut-être pourquoi aller plus loin alors qu'on avait déjà tout un tas de choses sur le budget vert. En fait, voilà, le budget vert, ça permet de rendre compte, de dire où on est, de parler aux banquiers, mais ça ne fait pas encore tout. Et donc le PPI climat, c'est l'étape un peu d'après si on veut concilier finance et engagement climatique. On a donc un plan climat, air, énergie territoriale comme la plupart des grosses intercommunalités, qui a été adopté donc en 2022, qui chiffrait à environ 250 millions d'euros par an les besoins. Et il doit être revu, ça démarre en ce moment et ça doit atterrir d'ici 2026. Donc c'était le bon moment pour se réinterroger sur l'outil de chiffrage des besoins financiers d'une nouvelle version du PCAET. Donc la première réponse à pourquoi engager une démarche PP Climat, c'est de toute façon, on allait réactualiser notre PCAET. D'autre part, avec les collègues de la direction climat, on s'est rendu compte que quand il avait été pensé pour la première fois, le PCAET, il y avait eu une volonté d'être très exhaustif dans le listing des mesures possibles. Donc il y avait énormément de mesures différentes. Mais les seules mesures qui étaient réellement chiffrées en termes de coûts et d'investissement, ou enfin, les seules, en tout cas 3/4 de ces mesures, c'était les mesures sur la mobilité. Donc finalement, on avait un surinvestissement dans le domaine d'expertise où on était très bon, historiquement, sur la mobilité. Et pour ceux qui connaissent Bordeaux, la fierté de la métropole, c'est le réseau de tram qui a été construit dans les années 2000, mais ça a un effet rémanent dans la sociologie des organisations, c'est que c'est vraiment voilà, un peu la direction star de la mobilité, avec une vraie culture métier, de chiffrage projet, d'études socio-économiques. Et il y a un effet un peu comme dans la blague de celui qui cherche ses clés sous le lampadaire, même s'il sait qu'il les a perdues ailleurs, parce qu'il y a plus de lumière sous le lampadaire. Il y avait une focalisation sur ce qu'on connaît bien, la mobilité. Donc pareil pour 2026 et au-delà, on était très intéressé de travailler avec I4C et d'autres collectivités pour développer des manières de chiffrer les mesures climat sur d'autres domaines. Et puis par ailleurs, là c'est les graphes que j'ai mis à côté. Par ailleurs, on est une métropole qui investit beaucoup parce qu'il y a des nouveaux habitants, parce qu'on porte en direct nos dépenses de transport, justement, alors que parfois c'est externalisé. Donc, vous voyez, on investit entre 500 et 700 euros par habitant au lieu des presque 300 en moyenne dans les autres métropoles. Et simplement, comment on fait ça en empruntant. Et donc, on avait très peu de dettes par rapport aux autres métropoles, ce que vous voyez dans les graphes en dessous, et c'est en train de monter très fort en nombre d'années d'épargne disponible. Donc, on va arriver à avoir besoin de cette mécanique qui a été présentée de comment je fais dialoguer mon plan climat correctement chiffré, même si c'est à grosse maille dans un premier temps, mais en tout cas, des actions avec des chiffres et mes capacités de financement de l'autre côté. Et donc ça, c'est là où on s'est dit, il faut qu'on puisse s'engager dans cette démarche en s'appuyant sur des méthodes et si possible en n'inventant pas tout seul. Voilà. Et donc, je crois qu'on y revient un peu plus tard pour vous. C'est le teasing pour redire après comment on l'a mis en œuvre, notamment à travers l'exemple bâtimentaire et puis la mécanique de choix qu'on voudrait mettre en place pour la suite. Merci beaucoup Mathieu. Justement, on y vient tout de suite. Avec ce fameux cahier atténuation qui permet justement de chiffrer le plan climat ou votre stratégie climat avec des ordres de grandeur. Donc c'est, comme tu disais, un premier chiffrage, mais qui permet quand même de donner au moins une estimation et de vous donner à voir ce qu'il va falloir intégrer dans sa stratégie financière. Donc on vous donne l'exemple d'une fiche de chiffrage sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qui est contenu dans ce cahier atténuation. Donc il y a pour chaque fiche
4 étapes pour chiffrer l'investissement climat. La première, donc c'est ce qu'a rappelé Laura Lou, c'est de déterminer quels sont les objectifs climat qu'on va décliner en trajectoire physique, étape 2, donc par exemple le nombre de mètres carrés pour la rénovation énergétique. Étape 3, les coûts unitaires. Quels sont les coûts unitaires de rénover une école, par exemple? Donc là, pareil, on donne des estimations, des moyennes nationales en euros par mètre carré. Et étape 4, on aboutit avec une simple multiplication qui est nécessairement imparfaite, comme on le disait, mais qui permet de donner un ordre de grandeur à des besoins d'investissement climat pour la rénovation énergétique. Donc ça, c'est pour la partie investissement climat. Et on le sait tous, les investissements climat s'accompagnent nécessairement d'autres dépenses. Et donc, on a essayé de proposer des premiers ordres de grandeur aussi sur ce qu'on a appelé les dépenses induites par l'investissement climat. Qu'est-ce que sont ces dépenses induites? Ça va être 3 choses, notamment les moyens humains internes à la collectivité qu'il va falloir mettre en place pour réaliser les investissements climat. Donc, par exemple, pour la rénovation énergétique, ça va être la personne qui va piloter le décret tertiaire, ça va être les personnes qui vont mener les études et suivre les rénovations énergétiques en tant que telles. Deuxième dépense induite, ça peut être les dépenses d'entretien qui sont induites par l'investissement climat. Donc, si je prends un exemple, si on construit de nouvelles pistes cyclables, eh bien, en fait, on va avoir d'autres dépenses d'entretien puisqu'on va avoir une quantité de voirie dédiée au vélo qui va augmenter et donc il faut prendre en compte dans les dépenses de la collectivité. Et troisième type de dépenses, ça peut être les dépenses d'exploitation induites aussi par l'investissement climat. Si je prends l'exemple du transport, on développe une nouvelle ligne de tram, et nécessairement, il va falloir des agents pour conduire le tram et pour pouvoir exploiter le service de transport. On a aussi une partie sur les économies budgétaires grâce à l'investissement climat. Donc, par exemple, si on rénove énergétiquement une école, normalement, on a des dépenses d'énergie en moins. Donc là, pareil, on donne des ratios qui vont permettre de mesurer un petit peu quelles sont les économies d'énergie qu'on peut espérer en s'appuyant notamment sur la législation, etc., pour pouvoir donner des ratios. Donc, si je prends un exemple pour rendre ça encore plus concret. Ah oui, pardon, juste avant, il y a le périmètre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier atténuation? Donc, il y a notamment ce qu'on a appelé des actions climat socles. Ce sont toutes les actions que vous voyez en haut à droite. Donc, tout ce qui va être rénovation énergétique des bâtiments de la collectivité. Ensuite, ça va être des actions concernant le transport. Donc, l'averdissement de flotte de véhicules de la collectivité, le verdissement de la flotte de bus de car, tout ce qui va être le développement d'infrastructures sur les transports collectifs, le développement des aménagements cyclables et également, on a une fiche qui concerne le développement des RER métropolitains parce que ce sont des actions qui sont très mangeuses de capital et donc il nous paraissait importante d'avoir une fiche sur ces actions-là. Et ce qui concerne l'énergie, tout ce qui va être modernisation de l'éclairage public. On a des autres fiches pour des actions qu'on a appelées volontaires, qui sont des actions où la collectivité peut, parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'il y a un contexte favorable localement, investir ou aider d'autres acteurs comme les ménages, comme les entreprises, à investir dans des actions climat qui sont nécessaires à la réalisation de son plan climat. Donc ça va être par exemple les aides à la rénovation énergétique pour les logements sociaux, pour les logements privés. Tout ce qui peut être aussi sur le développement d'infrastructures de recharge de véhicules, donc les bornes de recharge électrique par exemple. Les aides à la mobilité décarbonée, donc par exemple l'aide à l'achat d'un véhicule électrique ou d'un vélo assistance électrique pour des particuliers. Et dans l'énergie, tout ce qui peut être des aides ou le lancement de production d'énergie renouvelable et pareil sur la production et la distribution de chaleur décarbonée. Donc ce périmètre-là, il a été construit avec les collectivités de notre groupe de travail. On n'a pas pris en compte un certain nombre d'actions climat qui sont pour autant très importantes
pour la réalisation du plan climat. Ça va être le cas, par exemple, sur, on a mis quelques exemples là, mais par exemple, le covoiturage. C'est des actions qui doivent être mises en place, mais on ne les a pas pris en compte dans le chiffrage des actions à réaliser parce que comparé à une action, de développement, d'un nouveau tram ou d'une ligne de bus à haut niveau de service, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur en termes d'investissement. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été pris en compte et que vous voyez qu'ils sont à gauche, du graphique puisque ce sont des investissements considérés comme plus faibles par rapport à, des investissements plus conséquents. Également, ce qui n'a pas été pris en compte, ce sont, des actions, qu'on a considérées comme hors de la stratégie climat, c'est-à-dire qui ne vont pas permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va être le cas, par exemple, par la construction neuve de bâtiments. Il y a bien évidemment un référentiel, pour, faire en sorte que les constructions soient le plus climato-compatibles possible, mais ce ne sont pas une action qui va permettre de baisser les émissions de gaz à effet de serre et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été pris en compte dans ce PPI aligné, climat. Enfin, en tout cas, dans le chiffrage, dans les actions, dans les fiches pour chiffrer les actions, permettant l'alignement climat. Et donc, si on prend un exemple, de comment faire, pour chiffrer, et avoir cette enveloppe, de besoins d'investissement climat sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, la première étape, c'est, de regarder quels sont les objectifs climat sectoriels sur la rénovation énergétique. Et donc, là, ce qu'on donne, heu, il y a 2 choses à chaque fois dans le cahier atténuation. La première chose, c'est, de donner un exemple sur ce qui existe dans les collectivités, avec qui on a travaillé. Donc là, par exemple, pour, Bordeaux Métropole et Mathieu n'hésite pas à m'interrompre pour donner du contexte, hein. Mais le PCAET de Bordeaux Métropole vise 37 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, tertiaire et résidentiel. Donc, ça donne un objectif climat sectoriel. Et dans le cahier atténuation, nous, on donne quel est au niveau national, notamment en se basant sur la SNBC 3 qui est en consultation toujours actuellement, quels sont les objectifs climat sectoriels. Et donc, par exemple, sur le bâtiment, la SNBC 3 vise une réduction de 57 des émissions du secteur tertiaire. Donc, c'est-à-dire que si une collectivité n'a pas d'objectifs climat locaux, eh bien, elle peut se référer à cet objectif-là national, en sachant, bien évidemment, qu'il n'est pas adapté à son contexte et à ses spécificités propres. Donc là, en l'occurrence, c'était juste pour préciser, c'est parce qu'il y avait une appréciation d'un bâti. Alors, il y a à la fois du bâti historique qui va avoir des gros enjeux de rénovation, et sinon des bâtis relativement récents qui sont peut-être par rapport à la moyenne au niveau national un peu moins avec moins de potentiel en fait de gain. Je pense notamment on avait fait tout un bilan avec nos bailleurs sociaux et ils avaient assez peu de passoires énergétiques, ce qui est une bonne nouvelle. Mais donc, du coup, comme ils sont en étiquette, mettons D, ils n'ont pas de potentiel de récupérer des trucs en F ou G qui vont monter directement en A. Donc le gain en pourcentage n'était pas aussi fort. Et paradoxalement, ça fait qu'en D, on n'a pas les aides, etc. Du coup, on n'a pas forcément poussé aussi loin, même si on a un pan d'action de soutien à l'amélioration thermique du parc social. Il y en a aussi sur le tertiaire et le résidentiel aussi, hein. Voilà. C'est juste pour Et, contextualiser, pour expliquer ce décalage de pourcentage entre un territoire et le et puis, national. bien évidemment aussi, cet objectif-là que vous avez sur sur le bâtiment, il serait à mettre en relation avec les autres objectifs que vous avez sur d'autres secteurs et qui vous permettent de toute manière d'atteindre vos objectifs climat, on va dire au global. Et donc la deuxième étape, c'est d'essayer de décliner cet objectif climat qui est en émissions de gaz à effet de serre ou en consommation énergétique en qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement qu'il faut que je fasse sur mon territoire. Et donc la ville de Bordeaux l'a réalisé pour son patrimoine. Ça veut dire en fait, si on veut atteindre ces objectifs-là, il faut rénover 120 000 m² d'ici 2032, ce qui correspond à environ 17 du parc.
La ville de Bordeaux aussi s'engage à faire des rénovations très performantes parce qu'elle vise le moins 60% de consommation d'énergie dès aujourd'hui en faisant les rénovations qu'elle fait. Et donc, ça correspond au plus haut niveau d'ambition du décret tertiaire que vous connaissez bien. Et là, pareil, dans le cahier atténuation, on donne un ordre de grandeur sur lequel une collectivité qui n'a pas fait l'estimation en mètres carrés peut s'appuyer, puisque la SNBC, alors la SNBC, on va dire deuxième version, vise que 3% du parc existant soit rénové chaque année à un niveau BBC, bâtiment basse consommation. Donc, ça permet de donner, en tout cas, voilà, à peu près un chiffrage sur le nombre de mètres carrés à réaliser pour atteindre les objectifs climat. Peut-être, oui, juste l'élément de contexte, c'est qu'on a raisonné donc à la fois avec des pourcentages du parc et puis avec l'idée d'une priorisation en fonction des potentiels de gains. Donc, typiquement, un des premiers équipements publics vraiment qui soient rentrés dans cette démarche décret tertiaire, c'est le Conservatoire national de région, qui est un bâtiment, je crois, qui doit être inscrit au monument historique, mais qui date des années 60. Donc, c'est un gros bloc de béton et d'amiante très mal isolé. Donc, c'est à la fois un très gros chantier techniquement, financièrement, mais le bon côté, c'est avec un gain à la clé très important. Enfin, c'est-à-dire, voilà, on a essayé de se dire, on commence par les gros cailloux et sur un équipement aussi structurant que celui-ci, où il y aura une part où ça devrait être fermé, on se dit, on n'y reviendra pas dans 10 ans pour réaméliorer à nouveau. Donc, c'est pour ça on se met directement au plus haut niveau d'ambition. C'était l'analyse, là, pour le coup, technique des collègues des bâtiments, qu'ils arrivaient à tenir la trajectoire d'ensemble en termes de carbone en faisant comme ça, plutôt que de se dire que si on faisait des... C'est un arbitrage aussi, ça va prendre plus de temps, du coup, de s'occuper des gros cailloux et donc, du coup, on ne pourra pas couvrir tous les bâtiments plusieurs fois. Je pense que ça dépend vraiment du volume de votre parc immobilier. Si vous en avez plein d'éparpillés ou quelques grands éléments. En tout cas, c'est comme ça qu'on a raisonné. On s'est dit, on fait d'abord les plus gros potentiels et directement au plus haut niveau pour ne pas avoir à y revenir d'ici 2030, ni même d'ici 2040. Et donc, la troisième étape, une fois qu'on a établi cette trajectoire, c'est de la multiplier par un coût unitaire. Donc là, je ne vais pas forcément partager, mais ce qui est important, c'est qu'il y a deux types de coûts pour la rénovation énergétique. Il y a les coûts travaux énergétiques uniquement, donc ce qui va concerner le chauffage, l'isolation globalement, et les coûts travaux énergétiques et non énergétiques, puisque bien évidemment, quand on va faire l'isolation, on va aussi faire la peinture, on va aussi faire peut-être d'autres travaux. Et donc, c'est des coûts à prendre en compte dans son plan d'investissement. Ce qu'on donne aussi, donc la ville de Bordeaux avait fait ces estimations-là pour pouvoir faire cette enveloppe au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments. Et pareil, dans le cahier atténuation, nous aussi, on donne en fait des coûts pour moyenne nationale, on va dire, pour permettre aux collectivités qui n'ont pas ces chiffrages-là de pouvoir s'appuyer sur le cahier atténuation pour chiffrer. Pareil, en distinguant ce qui concerne les travaux énergétiques de ce qui concerne plutôt les travaux globaux. Dans ce chiffrage-là, peut-être une précision, c'est qu'on a également pris en compte ce qu'on a appelé le confort d'été. Enfin, ce qu'on appelle le confort d'été globalement, en prenant en compte l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, petite spécificité sur la rénovation énergétique des bâtiments, c'est la seule fiche où il y a la prise en compte de l'adaptation. Et tout ça pour dire aussi qu'on va essayer de continuer ces travaux sur l'adaptation dans les mois à venir. Et donc, il y aura quelque chose qui permettra aussi de chiffrer quel serait le coût de l'adaptation pour vos plans d'investissement. Et tout ça, ça nous permet d'aboutir aux besoins d'investissement climat
Donc, au niveau de la ville de Bordeaux, il y a une enveloppe de 180 millions d'euros qui a été déterminée. On le redit, c'est un ordre de grandeur, mais ça permet quand même de caper, et enfin, en tout cas, de mettre une enveloppe à un niveau suffisant et surtout qui a été votée. Et là, pareil, au niveau de l'ensemble des collectivités, nous, on donne aussi un ordre de grandeur de quel serait le rythme des bons investissements à réaliser sur la période pour la rénovation énergétique. Et peut-être, Mathieu, tu souhaites préciser Juste un comment mot ça a là-dessus pour été. Ouais. dire, on va y venir, hein, tout l'enjeu, c'est euh, peut-être tous les outils sont utiles, mais comme vous l'avez présenté dans la méthode, il y a toujours des cycles un peu de discussion. On travaille, on ajuste, on retravaille de manière rationnelle, on réajuste, etc. Il n'y a pas de calculette magique qui aboutit à un chiffre qui ne bougera pas, ni à une décision politique qui ne peut pas bouger, en fait. Mais c'est pas grave, c'est normal. Par contre, il faut pouvoir alimenter la discussion. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente, ce 180 millions d'euros, quand on en a discuté avec les élus bordelais, c'était plus ou moins la moitié de ce qui leur restait pour penser tous les projets de la mandature d'après. C'est à peu près un tiers du programme d'investissement de la mandature d'après. Il y en a un tiers qui va être constitué de coûts partis ou de dépenses obligatoires, nouvelles écoles dans les nouveaux quartiers, des choses comme ça. Et donc, sur la partie où il y avait un peu de priorisation politique entre quelle part pour des stades, quelle part pour des rénovations d'équipements culturels, quelle part pour ceci, pour cela, la démarche qui était proche de celle proposée là sur PPI Climat, mais pour l'application du décret tertiaire, avait permis de dire mettez de côté à peu près la moitié de ça et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on priorise, on fait les bâtiments non pas en fonction d'une priorisation de politique publique, mais en fonction des gains gaz à effet de serre que ces rénovations vont permettre de faire. Ça c'était rendu possible parce que dans les bâtiments prioritaires avec un prisme gaz à effet de serre, il y avait, et c'était vraiment une appréciation technique, il y avait des bâtiments culturels, des bâtiments sportifs, des bâtiments associatifs vie de quartier. C'était pas forcément la priorisation politique publique par politique publique qu'auraient choisi les élus, mais il y avait quand même de quoi exprimer une politique sectorielle tout en étant aligné climat. Et donc, ça a permis en tout cas d'avoir ce dialogue et de donner des ordres de grandeur aussi en termes de positionnement. Et par ailleurs, même si c'est la moitié de tout ce qui était possible, c'était pas 100%. C'est-à-dire que ça permettait aussi, il restait un peu pour faire des parcs, pour faire des choses. Alors, sachant que là, on était uniquement sur des décrets tertiaires, euh, dans ce qu'il y a après, à côté, ça peut être aussi des actions climat ou des actions adaptation climat. C'est pas non plus la fin des investissements orientés climat. Mais donc un outil qu'on a pu tester et qui est utile en termes de support à une discussion politique. Je pense que c'est important de le souligner. Ça dépend, je ne sais pas la Merci position des beaucoup. collègues qui écoutent, mais si vous êtes vous en appui, en soutien à vos décideurs locaux, ça ne les dépossède pas de la décision à travers une calculette. Par contre, ça leur donne les éléments pour mettre en balance les différents leviers qu'ils ont à la main. Merci beaucoup, Mathieu. Et en fait, ça fait une super transition avec la slide d'après qui était de justement comment vous, à Bordeaux Métropole, vous envisagez d'utiliser cette méthode-là et puis de la mettre en débat aussi, de la faire se vivre au niveau politique. Oui, tout à fait, parce que donc côté ville de Bordeaux, la problématique rénovation du patrimoine était très forte et partagée. Après, c'était une question de l'outiller techniquement, et puis de voir à quel point on renonçait à des choses si on la mettait en œuvre, mais c'était à peu près calé. Côté politique métropolitaine, les principales politiques publiques portées, c'est donc j'évoquais transport, gestion des ressources, eau, déchets, énergie, notamment développement d'énergie renouvelable, réseau de chaleur et photovoltaïque. Une grosse politique aménagement du territoire et logement social. En volume, c'est peut-être la deuxième derrière les transports. Et puis après, des gros enjeux de SI et de bâtiments, comme dans toutes les collectivités. Mais sur les premiers pans d'action,
si vous regardez la stratégie nationale bas carbone ou tous les plans de décarbonation, si vous avez transport et construction logement dans votre portage, plus énergie, là, vous avez couvert une grande partie des leviers de transition. Donc, la nécessité d'agir conformément aux enjeux de transition, c'est aussi quelque chose qui est porté. Mais il y a une concurrence forcément entre les politiques publiques. Et ça arrive dans un contexte, je le disais un peu avant, où il faut qu'on passe d'une liste, je liste tous les projets que je suis en état de financer, ça c'est un peu le graphe des montants souhaités en vert, à quelque chose qui est supportable, qui est beaucoup plus plat. Vous voyez, en gros, sans regarder les chiffres, mais il y avait des pics sur l'année prochaine et l'année suivante, promis, on va faire des tas de choses. Ah oui, mais financièrement, ça passe pas. Et donc ça, c'est un débat qu'on pourra avoir de manière assez classique entre une direction des finances et des directions métiers, avec juste un prisme financier. C'est trop cher, il faut diminuer, il faut décaler, etc. Les collègues se prêtent au jeu en regardant qu'est-ce qui peut techniquement glisser à moindre mal, etc. Par contre, il y a un moment où ils nous remontent dans la discussion qu'ils ont besoin d'arbitrage politique au sens effectivement, on va devoir un peu dire, est-ce qu'on met plus sur les transports ou plus sur l'eau? Qu'est-ce qui est vraiment tout est urgent, mais qu'est-ce qui est le plus urgent dans les urgences? Et on est en train d'essayer de travailler, pareil pour outiller la discussion politique, à mettre en regard, peut-être au-delà des enjeux climat, d'autres co-bénéfices des actions climat. Alors l'exemple un peu les plus parlants, ça va être des actions qui décarbonent les transports, et en plus dans un quartier socialement défavorisé, ça remplit aussi un objectif social. Des actions en faveur de l'aménagement du territoire, peut-être que parmi différents projets qui produiraient autant de logements sociaux, on va préférer ceux qui ont plutôt un impact climatique favorable. Pour rendre ces discussions plus simples à toucher du doigt, on se dit qu'il faudrait qu'on arrive à indiquer projet par projet et puis quelque part ligne de financement par ligne de financement, à quels pluriels objectifs de développement durable ou quels objectifs de politique publique, si on ne veut pas utiliser les 17, ces investissements contribuent et qu'on arrive à doser les efforts pour ne pas sacrifier intégralement une politique publique à une autre, ou ne pas donner l'impression qu'on sacrifie toutes les politiques publiques au climat, pour le dire clairement, et inversement, pour ne pas opposer le climat aux autres. Donc, on va essayer d'articuler ces deux choses-là. En appliquant la méthodologie PPI Climat qu'on a présentée, ça nous permettra de savoir combien il faudrait pour mener à bien l'intégralité des mesures climat. On va y ajouter, si on fait tout ça, en plus, ça contribue à combien sur d'autres politiques publiques. Et puis, dans les autres projets qui sont portés, est-ce que dans les autres projets qui sont portés, il y a peut-être une composante climat ou ça contribue peut-être à plusieurs objectifs de politique publique? Et puis, on va pouvoir un peu arbitrer en se disant, c'est vrai que j'en fais beaucoup sur... J'en prends un autre au hasard, j'en fais beaucoup sur le développement économique déjà avec mon projet de décarbonation de transport entre la principale zone d'activité et la gare. J'ai peut-être pas besoin de rajouter en plus un projet spécifiquement de développement économique parce que je peux aussi expliquer au milieu économique que c'est pas du tout un abandon, c'est juste que je soutiens, je concentre mon soutien sur tel aspect. Et donc ça c'est un peu ce qui est devant nous. Je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi maintenant? Parce qu'on a besoin de réviser le plan climat, air, énergie territoriale, donc on a besoin de le rechiffrer, donc c'est le bon moment. Et aussi parce qu'on est en fin de mandature, et donc on ne va pas prendre forcément des décisions très fortes, mais on peut préparer la mécanique pour se dire de toute façon un début de mandature, avec alternance politique ou sans alternance politique, c'est de toute façon le moment où on peut établir un projet global sur plusieurs années et où on peut montrer et mettre en évidence des équilibres entre priorités politiques. On peut expliquer les choix et pas résumer les choix à un projet A ou un projet B. Mais je présente un package d'ensemble qui fait sens. Et ce paquet d'ensemble qui fait sens, on espère qu'il pourra embarquer du coup le PPI Climat au bon niveau en ayant permis de faire les choix
entre projets, en utilisant du coup la méthode qui a été présentée. Donc les deux dernières questions que j'avais mises, c'était effectivement quelle est la précision nécessaire dans ces chiffrages pour arriver à la décision. Le travail qu'on a mené avec ICATSEO, c'est qu'on se dit il vaut mieux un chiffrage dont on sait qu'il n'est pas parfait, mais qui a une scientificité parce qu'il a été coélaboré, il correspond à des moyennes nationales, etc. Ça permet de sortir de la question de oui, mais il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas, etc. Voilà, donc au moins comme ça, on peut faire des raisonnements un peu mathématiques. Et après, la question, c'est la gouvernance qui est solide pour stabiliser ces choix, qui dépendra forcément des contextes de chaque collectivité. Et que, en tout cas, à Bordeaux Métropole, ce qu'on essaye de travailler, c'est de se dire, on va préparer le cadre de discussion sur cette fin de mandature et faire entériner par un collectif d'élus après les élections. Donc, en copilotage finance et climat et deux, trois politiques très centrales dans nos actions. Donc, ce sera essentiellement climat, transport, logement, qui seront, enfin, logement et aménagement qui seront à la manœuvre. Mais on le fera atterrir, surtout là où on en est, c'est préparer avant l'élection, faire atterrir après. Merci beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on a voulu publier la méthode maintenant pour pouvoir en fait vous outiller un maximum pour préparer la prochaine mandature. Donc en gros, il y a 3 livrables qui sont sortis. Il y a la synthèse pour décideurs. Donc en quelques pages, on résume pourquoi ça nous paraît intéressant de faire un PPI aligné climat et quelles sont les grandes étapes à faire. Le guide méthodologique qu'on vous a présenté aujourd'hui, donc quelles sont les étapes à réaliser, comment faire et comment est-ce que je peux m'appuyer sur les bonnes pratiques qui existent des collectivités avec lesquelles on a travaillé. Et puis 2 cahiers techniques. Donc là, on a publié le cahier atténuation qu'on vous a présenté aussi là pour une fiche de chiffrage, mais il y a toutes les autres fiches de chiffrage que vous pourrez retrouver dans ce cahier atténuation et on va l'accompagner d'un outil Excel pour vous permettre de retrouver tous les éléments au même endroit et le rendre le plus facile d'accès, le plus facile de prise en main possible pour ensuite pouvoir l'utiliser dans vos collectivités. On va également publier un cahier adaptation, donc en regardant quels seraient les coûts qu'on peut aussi partager avec vous et quels seraient les objectifs d'adaptation à mettre en place dans les collectivités, avec pareil des estimations, des ordres de grandeur, mais ça donne à voir au moins globalement quels seraient les besoins d'investissement climat, et là avec les 2 jambes, atténuation et adaptation. Et peut-être pour finir, pour vous dire aussi qu'on va sortir un jeu sérieux, PPI aligné climat, donc qui permet aussi, si vous le souhaitez, dans un séminaire, en relation avec des agents, avec des élus, discuter des actions climat et des leviers de financement, sensibiliser peut-être les personnes qui ne le sont pas aux leviers financiers, sensibiliser ceux qui ne le sont pas au levier climat et donner à voir voilà comment ça peut se passer. Cette démarche-là, cette méthode-là qu'on a sortie aujourd'hui, elle est plus focus sur les communes et interco. Il n'y a pas les compétences qui vont concerner les départements et les régions, mais on va le faire et ça, c'est quelque chose qui va arriver un peu plus tard avec l'Île-de-France notamment, dont Roland fait partie. Et puis, on va aussi traduire en anglais ces livrables-là pour pouvoir essaimer et capitaliser sur ce qui a été fait au niveau français le plus possible. On a été un tout petit peu plus long que prévu, mais l'idée, c'est de pouvoir prendre le temps aussi d'échanger avec vous si vous avez des questions. Ouais, super, merci. Long et complet à la fois. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez les poser dans le chat ou intervenir directement. Je ne sais pas si on a des...